Bonjour à tous. Je vous laisse vous installer. Moi, je m'appelle Tristan Rouet. Je travaille à Autonomia. Je suis directeur exécutif de cette plateforme que je vais vous présenter aujourd'hui. Autonomia, c'est une structure, une plateforme de recherche, d'appui à la recherche, dans laquelle on va évaluer des solutions pour améliorer l'autonomie des personnes. Donc que ces solutions soient de la haute technologie ou de la basse technologie, ce que l'on va faire, c'est reconstituer des environnements de vie pour évaluer ces solutions au plus proche de situations réelles que peuvent vivre des personnes. Donc on travaille auprès de personnes qui sont en perte d'autonomie et que cette perte d'autonomie soit liée à l'âge ou à un handicap durable ou transitoire. Ça peut être simplement une cheville foulée ou un handicap beaucoup plus lourd. Donc pour illustrer ce que nous faisons, on va partir d'un exemple. En général, il y a toujours une histoire derrière le développement d'une solution technologique. Donc on peut imaginer, vous avez un proche qui a une myopathie et vous souhaitez développer une solution, un gant de préhension qui va lui permettre de récupérer de la mobilité et de la préhension au niveau de sa main. Donc, vous avez développé une technologie qui consiste à avoir des pastilles dans la pulpe des doigts. Et au moment où vous exercez une pression, le gant va, de façon proportionnelle, exercer une pression supplémentaire au niveau de votre main. Donc, ce qui vous permet de récupérer des objets plus lourds que ce que vous avez jusqu'à aujourd'hui la capacité de faire. Donc, très bien. Vous avez développé une technologie qui est superbe. Mais comment vous allez faire pour vous démarquer? Là aujourd'hui, j'ai simplement tapé gants exosquelette sur Google et vous avez des centaines de références qui existent sur le marché. Donc comment vous allez vous démarquer? Donc très concrètement, pas savoir juste de façon hypothétique, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Non, concrètement, là vous avez votre technologie. Comment vous faites pour montrer que votre technologie sert à quelque chose et est utile? Donc vous allez aller voir le médecin, par exemple, de votre proche pour lui montrer la technologie. Vous allez essayer la technologie avec votre proche, vous allez essayer sur vous-même. Bon. Mais comment vous allez faire pour avoir suffisamment de personnes? Quand vous évaluez une technologie, vous avez besoin d'un grand nombre de personnes pour l'évaluer. Mais comment vous allez faire? Il va falloir déjà convaincre. Donc ça, c'est la première grosse barrière à laquelle sont confrontés les développeurs de technologie, c'est de trouver les publics auprès desquels je vais pouvoir tester cette technologie et avec lesquels on va co-construire ma technologie, ma solution. Donc ça, c'est le premier rempart pour 96% des personnes qui développent des solutions en santé, c'est de trouver, d'être en lien avec des professionnels de santé et des patients. Et ça, c'est le premier rempart. Et généralement, vous pouvez regarder, toutes ces technologies qui sont là, elles sont pour le BTP. Alors que pour la prévention des troubles musculo-squelettiques. Alors que ces mêmes technologies pourraient servir à votre proche qui a une myopathie. Donc, bon, ok, alors vous avez un peu de chance, vous avez bien travaillé votre pitch et vous avez convaincu un professionnel de santé de travailler avec vous et qui va vous aider à sélectionner des patients avec lesquels vous allez évaluer votre solution. Ok, mais du coup, comment vous allez faire derrière? Parce que ce que vous voulez savoir, c'est pas juste est-ce que j'arrive à prendre cette bouteille d'eau ou un verre ou un objet? Ça, vous le savez, vous l'avez testé vous-même avec votre proche. Donc ça, vous le savez. Ce que vous allez vouloir savoir, c'est est-ce qu'avec ce gant, la personne, elle arrive à se brosser les dents? Est-ce qu'elle arrive à se lever le matin, faire sa toilette? Est-ce qu'elle arrive à se préparer son petit-déj, ouvrir un placard? Je peux vous faire toute la liste de ce qu'on fait dans une journée. Est-ce qu'on arrive à monter les marches d'un escalier en se tenant à la rampe, aux toilettes, etc. Enfin, tout ce que, simplement, on fait dans une journée, dans notre quotidien. Comment vous allez le faire, ça? Le professionnel de santé, il va pouvoir tester dans son service, dans le couloir, voilà, dans la chambre d'hôpital, au milieu du parcours de soins, entre deux visites d'autres professionnels de santé, entre deux soins, vous allez pouvoir commencer à faire un test. OK. Mais du coup, vous êtes quand même très éloigné de ce que
des conditions dans lesquelles va se retrouver la personne quand elle va retourner à son domicile. Parce que là, vous faites un test, c'est très sécurisé, sécurisant, vous êtes dans une chambre d'hôpital, il y a plein de professionnels autour de vous, vous testez, vous dites oui, bon, voilà, ça marche pas, ok. C'est quand même assez limité sur la perspective que la personne aura quand elle va rentrer chez elle. Donc vous pouvez vous connecter à des living labs. Il en existe plein, des appartements témoins, des environnements de vie reconstitués. Mais en général, comme ce sont des structures qui sont assez grandes, elles sont forcément en dehors de l'hôpital. Il n'y a plus de place dans les hôpitaux, donc trouver de la place dans un hôpital pour faire un environnement de vie reconstitué, c'est assez complexe. Donc vous allez vous retrouver en dehors de l'hôpital. Sauf que si vous êtes en dehors de l'hôpital, vous n'allez pas avoir l'autorisation de recherche sur la personne humaine. Donc vous n'allez pas être dans des environnements sécurisants pour le patient, pour le professionnel de santé. Et puis il va falloir adresser des patients de l'hôpital vers la ville, dans une structure qui n'a pas nécessairement les autorisations. Enfin, voilà, donc c'est assez compliqué. Donc vous allez en général faire des tests auprès d'un nombre très réduit de personnes qui sont en très bonne santé. Voilà, ce qui est à peu près le quotidien de tout développeur de solutions. Donc c'est pour cela qu'on a développé cette plateforme. Autonomia. Donc là, ce que vous voyez là, c'est l'espace extérieur. Alors, je ne sais pas si je peux mettre pause. Raté. Je vais le refaire. Non, mais je vais mettre pause là-bas. Alors, on peut même, sans lancer la vidéo, vous avez cet espace extérieur. Donc là, on est dans un hôpital. On est à l'hôpital d'Ivry, Ivry-sur-Seine. L'hôpital de Charlefoix, à Ivry-sur-Seine, pas l'hôpital d'Ivry. L'hôpital de Charlefoix à Ivry-sur-Seine, qui dépend du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, APHP, Pitié-Salpêtrière Charlefoix. Donc là, vous avez un environnement extérieur, vous avez une rue avec des trottoirs, vous pouvez placer du mobilier urbain, vous avez un passage piéton, et donc vous pouvez faire la mesure, par exemple, de est-ce que la personne, on va tester par exemple un déambulateur, est-ce que la personne, elle arrive à traverser entre le feu rouge et le feu vert. Donc déjà, ça, juste ça, c'est du quotidien de la personne. Est-ce qu'elle arrive à monter un trottoir, descendre un trottoir? On peut lui faire un parcours autour du bâtiment, lui dire, en général, votre boulangerie, elle est à combien de mètres de chez vous? Est-ce que vous pouvez aller jusqu'à la boulangerie? On vous fait un parcours fictif. Et puis, vous revenez avec votre baguette de pain. On peut le faire en hiver quand il fait 4 degrés. On peut le faire en été quand il fait 35 degrés. On peut le faire dans des conditions qui sont quand même proches du réel. Non, c'était lancer la vidéo, s'il te plaît. Ah. Non. On parle de haute technologie et on arrive, c'est toujours... C'est bon. OK. Donc là, vous avez cet environnement extérieur. On travaille aussi avec des pneumologues qui, eux, pareil, sur le passage piéton, c'est de savoir est-ce que la personne, elle va réussir, si on utilise, je sais pas, juste des chaussures qui sont plus adaptées, est-ce qu'on arrive à traverser entre le feu rouge et le feu vert? Donc là, vous avez l'espace d'accueil, et ensuite, vous allez rentrer dans un couloir de marche qui fait 30 mètres, 60 mètres aller-retour, donc avec 2 zones de retournement. Et là, vous avez un espace de recherche. C'était un escalier. On ne va pas y arriver. En plus, c'est filmé. Il y a un escalier de recherche où, justement, on va pouvoir voir est-ce que la personne arrive à monter 1 marche, 2 marches, 3 marches, tout l'escalier. Il y a un angle droit. Donc, parce que généralement, chez les personnes, il y a des angles dans les escaliers pour monter chez eux. Donc, vous avez un fauteuil roulant, est-ce qu'il peut monter les marches, mais aussi est-ce qu'il peut tourner dans cet angle? Est-ce que la personne qui a un insuffisance respiratoire chronique, avant même de démarrer l'effort de monter les marches, il y a la respiration qui augmente. Des fois, ils n'arrivent même pas à monter cette première marche parce que rien que d'y penser, ça les bloque. Donc, vous avez une régie avec une vide Santin pour observer les situations que l'on met en place. Là, vous avez une chambre d'hôpital qui est reconstituée à l'identique,
pour faire de la recherche intra-hospitalière, mais dans un environnement qui ne soit pas complètement l'hôpital. Donc on va reconstituer cet environnement. Et puis là, vous avez l'appartement. Donc l'appartement avec salon, séjour, cuisine, salle à manger, etc. Ensuite, vous avez une zone d'analyse de la marche où vous allez avoir des capteurs au plafond. Donc, en fait, tout ce que je vous dis là, on n'a rien inventé, mais rien du tout. Hein. En fait, on est allé simplement chercher des technologies, des situations que l'on a reconstituées, qu'on a placées dans un hôpital. J'y reviendrai juste après. Donc là, on a également un Fab Lab pour pouvoir faire du bricolage sur place, du prototypage rapide. C'est-à-dire que la façon dont on veut travailler avec les développeurs de solutions, c'est pas uniquement de se dire, ben, moi, je viens avec ma solution et puis ben, voilà, vous me la testez sur tant de patients et puis de toute façon, c'est comme ça. Donc à vous de vous adapter à ma solution. Là, c'est l'inverse, c'est que la personne vient avec une technologie et on va co-construire avec elle parce qu'on a des espaces pour co-construire avec elle des solutions qui s'adaptent et adaptables. Tout ce que je vous dis là, donc je disais, on n'a rien inventé. En fait, des espaces de living lab, des appartements témoins, etc., il en existe plein. Des zones de recherche comme ça, il en existe plein. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qu'on a juste fait, c'est que l'on a pris toutes ces infrastructures et on l'a mis dans un hôpital. Là, la différence elle est de taille, c'est que du coup, on a 1600 mètres carrés dans un hôpital. Et donc, on a les autorisations de réaliser des recherches sur la personne humaine. Et donc, on peut aller chercher tous les publics, toutes les causes de perte d'autonomie chez tous les publics qui seront cibles des solutions, etc. Donc ça, c'est la grosse force de ce projet. C'est d'avoir eu l'idée à PHP Sorbonne Université de placer une structure comme ça dans un hôpital. Ensuite, il y a cet espace de Fab Lab, je vous le disais, pour la co-construction de solutions. L'idée, c'est aussi de travailler sur des solutions qui soient adaptables. Les personnes... 5 minutes. 5 minutes pour tout ou 5 minutes pour moi? Pour moi. Des solutions qui soient adaptables. C'est-à-dire que vous allez avoir votre gant, il va avoir des scratchs, ça ne va pas être très beau en fait. Ce qu'on va vous proposer dans le commerce, c'est comme quand vous allez dans une pharmacie, vous vous dites jamais « Oh, c'est hyper design ce qu'ils ont fait là pour la personne en situation de handicap. La canne, elle est vachement belle en fait. » C'est rarement ça. Et alors que vous pouvez être en perte d'autonomie à 30 ans, comme vous pouvez l'être à 80 ans. Mais généralement, on prend le design pour une personne de 80 ans. Okay, donc, vous allez devoir customiser vous-même vos produits. Et donc, c'est le parti pris que l'on a également avec ce Fab Lab, c'est de se dire, vous venez avec votre technologie, avec ces capteurs là au doigt, pour avoir plus de préhension. Mais le reste, on va le faire avec les patients. C'est-à-dire qu'on va faire un gant qui soit joli, parce qu'on a une machine à coudre dans le Fab Lab, on a les imprimantes 3D, et on va, cette partie-là qui est finalement, qui va vous a rien à vous rapporter. Ce qui vous rapporte, c'est votre technologie que vous avez développée avec ce système-là. Nous, le reste, on va s'en occuper avec vous, avec les patients. Et on va faire le gant qui va s'adapter à la morphologie de chacun. Et donc l'idée, c'est de créer en réseau sur le territoire national et international. Et ça, c'est encore une fois, on n'a rien inventé, c'est le centre Carpap à Lorient qui est l'initiative de ce qu'on appelle les Rehab Labs. Ce sont des Fab Labs intra-hospitaliers qui sont connectés entre eux. Et donc, on va, par exemple, pouvoir dire, cette personne-là, avec un scan très rapide de sa main en 3 dimensions, même avec une application de téléphone, on peut, avec une guidelines que l'on aura créée avec le développeur de solutions, dire en utilisant telle imprimante 3D ou telle machine à coudre, on peut réaliser très rapidement un gant et vous pouvez le recevoir dans 2 jours et non attendre 18 mois pour avoir votre solution. Et puis c'est pareil, quand vous cherchez une solution pour améliorer votre autonomie, le temps de monter votre dossier, etc., il faut à peu près 18 mois avant de recevoir votre solution. Donc là, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus vite et que quand la solution arrive 18 mois après, elle correspond toujours à votre besoin, parce que généralement, les besoins, ils évoluent, la morphologie évolue, vous avez récupéré, etc., etc. Donc là, c'est de se dire, on va beaucoup plus vite dans l'adaptabilité des solutions, et puis on peut s'adapter au fur et à mesure que la personne évolue, sa morphologie évolue, ses besoins évoluent au fur et à mesure. Si j'ai encore 2-3 minutes.
Et donc, bon, là, je reviens sur les chiffres, mais c'est plus, là, on a illustré, là, je pense que vous avez compris, vous aurez des questions pour préciser, mais ce que l'on veut faire, c'est répondre aussi à des problématiques globales qui existent. Hein. C'est qu'il y a une personne sur deux qui est concernée par la perte d'autonomie en France, que vous soyez aidant, que ce soit une perte d'autonomie pour vous, pour un proche, etc. Donc vous avez une personne sur deux en France qui est concernée par la perte d'autonomie, puis tout le monde vieillit, hein, donc un jour, on y sera inéluctablement confronté. Vous avez 2/3 des développeurs de solutions qui sont en difficulté, hein, pour développer leur technologie, pour rencontrer les professionnels de santé, constituer des cohortes de patients. Ça, c'est le lot de tous les développeurs de solutions. C'est comme ça. 96% d'entre eux ont ce premier rempart. Ils sont bloqués dès le début. Et puis, on a un réseau d'acteurs. Je vous ai parlé des Rehab Labs. L'idée aussi, derrière, ce n'est pas juste de faire de l'évaluation dans ce site. C'est de créer un écosystème. Hein. C'est l'ensemble de la PHP qui porte le projet. C'est l'ensemble de Sorbonne Université avec ses 3 facs, médecine, ingénierie et lettres, qui portent ce projet. Donc c'est aussi connecté à énormément d'acteurs ce projet pour qu'il ait une valeur ajoutée qui soit énorme en fait. Donc les conséquences de toutes ces problématiques-là, et auxquelles on veut répondre, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des acteurs, comme je vous ai montré les gants là, il y a un manque de visibilité. Et donc, il y a des acteurs qui s'engagent pour le développement d'une solution, d'une énième solution, d'un énième gant, alors même qu'il en existe des centaines déjà référencés en France ou à l'international. Et donc là, l'idée aussi, c'est, avec cette structuration, cet écosystème, c'est d'apporter de la visibilité pour les développeurs de solutions, pour les professionnels de santé prescripteurs, pour le financeur, et puis avant tout pour le patient.